Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je m'appelle Hugo, je suis votre hôte et aujourd'hui, petit épisode en compagnie de Damien. Salut Damien. Bonjour Hugo. Et merci en tout cas de me recevoir ici dans ton magnifique cabinet qui est assez bien décoré pour ceux qui verront la version vidéo. Est-ce que tu peux vite fait te présenter ce que tu fais, où est-ce qu'on est surtout? Alors donc on est dans mon cabinet proche des terreaux. Donc je suis ostéopathe depuis bientôt 10 ans et je suis enseignant en ostéopathie du coup depuis quelques années également. Voilà. D'accord. Donc ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu n'as pas un seul cabinet, tu es présent sur plusieurs arrondissements de Lyon, c'est ça? Oui, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, on a essayé effectivement, mes collaborateurs et moi, le maillage lyonnais des cabinets, et on en a créé deux nouveaux, effectivement à Garibaldi et à Villeurbanne, et a priori dans le 6e arrondissement de Lyon bientôt. Ok, très bien. Bon, de toute façon, tout le monde peut te retrouver sur Doctolib, j'imagine, Ouais, sur tes réseaux également. Je mettrai tous les liens dans la description. Si jamais vous voyez que la version audio, vous pourrez retrouver sur ostéopathe-du-bas FR. Très bien. Où tu fais un petit peu de contenu d'ailleurs. Tu t'es lancé, ouais, tout à fait. Ouais. Et ça peut être du contenu un peu professionnel pour les ostéopathes, pour mes étudiants qui me suivent, ou du contenu un peu plus simple à regarder et à comprendre, pour justement vulgariser tous les trucs un peu compliqués de la santé, ou les trucs qui paraissent compliqués en ostéopathie, on essaie de vulgariser pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, quoi. D'accord, donc en fait demain, une personne qui n'est pas forcément dans le milieu médical peut venir trouver des conseils sur ta page? A priori, c'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Normalement, bon, je me fais pas de soucis pour ça. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié chez toi, c'est le côté professionnel. À chaque fois, c'est très carré et j'ai trouvé ça super, super abordable en fait, du point de vue extérieur. Moi qui suis pas du tout dans ce côté, voilà, moi j'ai mes connaissances dans mes domaines, mais c'est vrai que dans la technique, un petit peu plus dans le corps humain, forcément tu me perds et à chaque conversation, tu as su m'expliquer les choses. Donc ça, je trouve ça. On sent le côté un petit peu enseignant déjà. Tant mieux, c'était l'objectif, hein. Du coup, Ouais. c'était l'objectif. Alors, effectivement, il peut y avoir du contenu un tout petit peu plus spécifique et précis. Ayant des étudiants sur Instagram, ils me poussent un petit peu vers cette direction d'avoir des cas cliniques, d'avoir des réflexions sur différents cas de patients qu'on peut avoir, d'avoir une espèce d'émulation au niveau de la réflexion ostéopathique, parce que ça peut partir dans tous les sens et c'est intéressant d'aller voir les différents canaux de pensée pour en créer une idée ou se faire sa propre idée. Et du coup, pour revenir à ce côté, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers ce métier en particulier et pas kiné, par exemple, médecin, chiro, enfin, peu importe? Alors en fait, j'ai fait beaucoup de skate. D'accord. Étant jeune, et j'ai pendant une période fait que ça. Ok. Et donc je me suis beaucoup blessé aussi. Et vraiment, les ostéopathes ont su trouver des solutions à toutes les symptomatologies que je pouvais avoir. Les problématiques articulaires, de douleurs que je pouvais avoir, ils ont effectivement réussi à m'amener sur des petits chemins qui m'ont permis de me soulager et de pouvoir me remettre en selle. Et même en parlant un petit peu d'optimisation sur certaines choses, c'était assez intéressant. Donc là, j'ai tout de suite accroché avec l'ostéopathie. Au tout début, je ne pensais pas que l'ostéopathie pouvait se faire directement. Donc tu vois, j'ai fait une prépa kiné avant de faire l'ostéopathie. J'ai même fait une fac de bio qui a pas de moi parce que j'étais un petit peu perdu. Et dès que j'ai su qu'on pouvait faire ostéopathie directement après les études, je me suis lancé à fond dans ce projet-là. Alors ce qui est un peu compliqué en France, c'est que l'ostéopathie c'est reconnu depuis pas très longtemps. Et c'est essentiellement des écoles privées qui donnent cet enseignement. Et donc ça coûte son pesant d'or de devenir ostéopathe. C'est un peu comme une école de commerce en fait. Le cursus faculté n'existe pas pour l'instant. Je ne pense pas qu'il existe un jour. Du coup, il faut arriver à trouver le financement pour faire ça. Et quand on fait un crédit important, on se retrouve effectivement avec des mensualités importantes à la sortie de l'école. Voilà, c'est des choses qu'il faut intégrer, il faut prendre en compte. Donc c'est pas forcément simple pour tout le monde de pouvoir faire ses études. Et c'est un peu triste. D'accord, ah oui, malheureusement, c'est pas aussi accessible qu'une fac où t'as juste quasiment rien en soi dans le public à payer. Pas grand chose à payer. Ouais. Et en plus de ça, les étudiants qui viennent faire ostéopathie
à Lyon viennent souvent des régions différentes, D'accord. donc il faut se payer le logement, Aussi, ouais. la vie, et en plus de ça, payer les études qui sont autour de 10 000 € à l'année à peu près en fonction des écoles, sur 5 ans, donc c'est un coût. Ouais. Ah ben, comme beaucoup d'années, pardon, d'études privées, hein, en soi, ça reste à peu près dans les tarifs, c'est pas... Ouais, tout à fait. Et du coup, comment t'expliques le fait que ce soit pas relié à ces professions médicales plus traditionnelles? Qu'est-ce qui fait que ça diffère l'ostéopathie? C'est la manière de prendre en charge. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qui fait la spécificité de l'ostéopathie, c'est la prise en charge dans la globalité. C'est-à-dire qu'on va avoir une différenciation de la prise en charge dans la globalité ou prise en charge spécifique. Par exemple, on a mal à l'épaule, on a mal à l'omoplate ou à l'épaule, je donne un exemple comme ça. On va voir le médecin, il va garder le complexe de l'épaule et il va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette épaule? Pourtant vous n'êtes pas tombé, il n'y a pas eu de traumatisme. Non, vous créez une inflammation, vous avez une tendinite, mais vous avez une tendinite parce que vous avez fait des mouvements répétés? Non, vous devez quand même avoir une tendinite. Donc cette zone-là, on va vous donner des anti-inflammatoires, voilà, c'est très spécifique. On regarde cette articulation propre. Okay. Quand on va chez le kiné, alors c'était vrai il y a quelques années, ça l'est un peu moins aujourd'hui. Le kiné va regarder globalement l'organisme, mais la base, il y a bien longtemps, c'était plutôt axé dans ce sens-là, c'était plutôt une prise en charge spécifique. Donc il va regarder effectivement les troubles qu'il peut y avoir à l'épaule, la mobilité de l'épaule, et essayer de redonner de la mobilité dans cette épaule. Okay. L'ostéopathie, dans l'idée de globalité, va se dire non mais cette épaule, c'est un des maillons de la chaîne qui a lâché. Et pourquoi cette épaule a lâché à un moment? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire de notre patient qui a fait que l'organisme a compensé, surcompensé et complètement décompensé au niveau de l'épaule pour qu'il y ait une inflammation? C'est le truc bateau que tous les ostéopathes sortent, mais une entorse de cheville sur la cheville droite va faire une démarche qui va changer un petit peu, le bassin qui va être en compensation de cette nouvelle démarche. Donc le but ultime de l'organisme, c'est d'avoir le regard horizontal. Tout mammifère doit avoir un regard horizontal. Donc si la base de sustentation, la base est un tout petit peu en inclinaison, en rotation, et tout le reste doit compenser. Et des fois, patatras, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des fois, d'ailleurs, même un patient vient me voir en me disant je me suis juste penché pour attraper une casserole. Mais en fait, il n'y a pas de faux mouvement. Ce patient, on va lui dire mais vous avez fait combien de fois ce mouvement durant votre vie, depuis que vous avez cette cuisine? Je sais pas, 300 fois. Ouais, mais pourquoi ces 300 fois-là, vous n'avez pas eu mal? Parce que c'est arrivé dans un moment de votre vie où vous étiez en compensation, surcompensation, et à un moment, l'organisme, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce qu'il arrivait à contenir, là, il n'arrive plus, et donc il crée de l'inflammation, pour protéger l'articulation, pour protéger l'organisme, pour pas que ça aille plus loin. Donc on a l'impression d'avoir fait un faux mouvement. En fait, c'était un mouvement très basique qui a été juste de trop sur la compensation que l'organisme arrive à mettre en place. C'est important ce que tu dis là, parce que c'est un truc que moi je retrouve énormément dans la pratique encadrée, sport, fitness, etc. Ce concept un petit peu d'alignement articulaire, alors bon mouvement, mauvais mouvement, mauvaise posture, etc. Et c'est vrai que moi j'ai tendance maintenant beaucoup. Avant j'étais beaucoup plus dans l'optique de voilà, là tu te poses bien, bonne posture, bonne position, aligné comme il faut, etc. Et voilà, maintenant depuis, j'ai tendance à dire que c'est pas forcément une mauvaise posture, mais c'est des tissus qui sont pas forcément conditionnés, ou alors un manque de mobilité, du coup une compensation, etc. Et c'est vrai que souvent c'est compliqué de dire à la personne, en fait ton corps est beaucoup plus résistant que tu ne le penses. Par exemple, notamment, voilà, les personnes maintenant ont peur, en fait, ont peur tu vois, ou de se tenir mal, ou parce qu'elles se disent là en fait là je vais me blesser si je fais ça, tu vois. Et je pense que tu dois le voir toi souvent dans tes patients, des personnes qui du coup se demandent mais comment je peux me tenir, qu'est-ce que je peux faire, oui mais si je fais ça en fait je vais m'user, je vais me faire des hernies, etc. Et je trouve que c'est compliqué du coup de rééduquer la personne pour se dire c'est pas forcément, voilà, si tu te blesses à l'instant T, à cet endroit-là, c'est pas juste que tu as fait une mauvaise chose à cet endroit-là. C'est que peut-être, globalement, il y a eu un manque d'intérêt pour d'autres zones, tu vois. Je sais pas si tu me rejoins sur ce côté-là. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Par quoi commencer? Déjà, il n'y a pas de mauvaise posture.
Déjà, on n'est pas désaligné, aligné ou réaligné. On n'est pas symétrique de base. Et surtout, dans ce que tu disais, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut arriver à reprendre conscience de son corps, l'accepter et lui faire confiance. Et ça, c'est une démarche qui est hyper importante dans la prise en charge en ostéopathie, c'est de se dire, effectivement, par exemple, il y a un patient qui va venir te voir en disant j'ai mal au genou, je veux plus du tout avoir mal au genou, je paye ma consultation, je sors, je veux plus avoir mal au genou. Tu me répares. Et en fait, si tu veux, c'est là où le travail est un petit peu fatigant, c'est épuisant comme travail, parce que chaque consultation, on doit reprendre en charge notre patient, un nouveau patient à qui on n'a pas expliqué tout ça. Et bon, vous venez avec votre douleur de genou, mais votre genou il est en train de vous montrer qu'il existe. Donc c'est important déjà de reprendre possession de votre organisme et de votre corps. Donc déjà vous avez repris conscience que vous aviez un genou, ça c'est important. Et derrière, c'est votre organisme à vous. Donc moi je vais lui donner un petit peu des directions, faire en sorte qu'on puisse redonner de la mobilité au niveau de la cheville, au niveau du bassin, peut-être au niveau du genou, toucher un petit peu les tissus. Aborder un autre truc dans lequel on pourra parler, c'est est-ce qu'il y a une période de fatigue, de surmenage, qui va être souvent un élément déclencheur de tous ces troubles-là. Mais surtout, vous sortez du cabinet, et votre genou, c'est toujours le vôtre. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas laissé, votre douleur, vous ne l'avez pas laissé, vous repartez souvent un petit peu avec la douleur. Je vous donne des conseils, mais maintenant, vous allez réintégrer votre organisme et travailler votre genou, parce qu'il vous appartient, lui refaire confiance sur certaines choses, et vous allez voir que en intégrant toutes ces données-là, la nociception, donc la perception de la douleur, elle va être atténuée énormément. Donc après, tu me parlais effectivement de mobilité et de peur de faire certains mouvements. Alors ça, c'est dans le même principe, ça c'est quelque chose qui est très intéressant en ce moment. Ça explose depuis un an et demi. Pourquoi? À cause du télétravail. Parce que tout le monde s'est dit, j'ai une mauvaise posture au télétravail, où ça a amené effectivement des douleurs. Le télétravail a effectivement amené des postures particulières prolongées, qui sont forcément pas très adéquates pour l'organisme, mais ça ne vous a pas donné une mauvaise posture. Ça a plutôt sédentarisé une partie de la population. C'est-à-dire que les gens ils n'allaient même plus au travail, ils restaient chez eux, et ils travaillaient sur la table de la cuisine, ils faisaient 5 mètres, ils mangeaient, ils se remettaient sur leur ordinateur, et donc ça a sédentarisé ces patients-là. Notre organisme, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour être assis sur une chaise, et même au fur et à mesure des différentes évolutions de notre organisme, si on reste assis pendant peut-être 3000 ans, peut-être que là on verra des modifications de notre organisme qui acceptera cette nouvelle position, mais c'est pas tout de suite. Un bon exemple là-dessus, ça fait déjà des milliers d'années qu'on ne mange plus de viande crue. Les dents de sagesse qu'on enlève, on les enlève toujours. On commence à en avoir moins en ce moment, mais on les enlève toujours. Pourtant, ça fait des milliers d'années qu'on ne mange plus de viande crue. C'était là pour ça. Donc cette posture assise sur la chaise, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que notre organisme, il n'est pas prêt à l'accepter encore tout de suite. Un sacré paquet de temps pour l'accepter, et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose qu'on l'accepte d'ailleurs. Donc cette posture prolongée qui est statique est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est statique et prolongée. D'accord. À partir du moment où on va avoir un organisme qui va plus être en mouvement, qui va être statique, et il y aura moins d'échanges gazeux, fluidiques, moins transfert de lymphe ou autre, moins transféré, parce que la marche nous permet de faire effectivement ces échanges gazeux fluidiques. Et donc du coup, on va avoir plus d'inflammation, de stase, de congestion, et ça va créer un peu plus d'inflammation. Donc tout simplement, je passe ma journée à dire à mes patients, bougez. Votre organisme est fait pour bouger. Vous inquiétez pas de votre posture au travail, mais par contre, toutes les heures et demie, on va se relever et on va bouger. Et on va venir faire des extensions, on va venir faire des rotations. Vous allez danser, ce que je dis des fois dans des interviews. Vous voulez, souvent, j'appuie sur un truc qui me tient à cœur, c'est et ça vient plutôt du yoga, toute posture prolongée nécessite une contre-posture ponctuelle pour l'atténuer. Donc si on est dans une posture prolongée d'enroulement face à son ordinateur pendant une période importante, eh bien on va plutôt compenser cette posture d'enroulement antérieur par des postures d'extension. A contrario, si on a
voir et qui travaille dans les échafaudages et qui passe sa vie en extension et qui va nous amener des symptomatologies dues à ces postures prolongées, bah lui, on va lui demander de faire des hyperflexions et venir compenser cette posture prolongée par des petites postures qui vont venir atténuer ça. Ça vient du yoga, ils font ça depuis 3000, 3500 ans, alors j'en sais rien du tout, hein, je dis ça au hasard, mais depuis des milliers d'années, voilà, et ils avaient déjà intégré ça. Ils essaient de mélanger de la kinésithérapie qui s'appelle de la kiné Mackenzie, mes connaissances d'ostéopathie et ce que j'ai pu apprendre en ostéopathie pendant toutes ces années, et cette base de fonctionnement yoga. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc il Oui. n'y a pas de mauvaise posture, il n'y a pas de mauvais mouvement. Il faut juste bouger un petit peu et reprendre confiance. On a une petite hernie, ce qui n'est pas grave, hein. Il y a 25% de la population qui a une hernie. On prend n'importe qui dans la rue, on lui fait une imagerie, on lui trouvera une hernie. Ce patient, soit il a mal, soit il a pas mal. Ils sont pas forcément au courant. Et il y a un autre patient qui aura très très mal au dos, on lui fait une imagerie, il n'a pas d'hernie. On se dira, bon, bah, vous n'avez pas d'hernie, mais vous avez hyper mal, ouais, bah, vous allez faire de la kiné quand même. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, cette perception de la nociception, on va essayer de la chanter, de la casser. Donc, l'organisme, il a une petite hernie, donc partir en avant, en antérieur, c'est comprimer l'hernie, c'est la faire sortir un petit peu, c'est créer de l'inflammation. Donc, l'organisme, tout de suite, il va donner l'information que c'est douloureux. L'information remonte pour dire effectivement attention à cette posture, c'est douloureux. Donc on a un peu peur de cette flexion. On a réussi à peu près traiter l'hernie, on l'a remis en condition. Et même j'aurais tendance à dire, mais c'est encore un autre débat, on pourrait le faire tout de suite, même sans traiter l'hernie. On va dire à l'organisme, ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Donc on va aider le patient. Encore une fois, c'est plus de la kiné là, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. On va dire au patient, pars en flexion, viens avec moi, je te tiens, tu peux descendre avec moi. Tu vois, en toute confiance, tu peux descendre. Ok, on remonte, on va le faire un tout petit peu plus vite, je te tiens un tout petit peu moins. Hop, tu vois. Ok, super. On le refait une fois, tu essaies de le faire tout seul, ou alors on le touche même pas le patient, on le fait croire qu'on le touche et on le touche pas. Bon, bah là, vous l'avez fait tout seul, super. J'enlève les mains, on y va, vous redescendez. C'est la remise en conscience de son organisme et la reprise de confiance. 20 minutes après, le mec il est avec des poids en train de faire de la flexion. Cette reprise en confiance de son organisme, elle me paraît assez essentielle. De ce que je vois, de ce que tu me dis, bon, tu es enseignant, donc forcément ce rôle d'éducateur, tu le connais. Et d'être au cabinet avec ses patients, c'est un petit peu d'être enseignant. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. En fait, tu as un gros rôle éducatif pour justement apprendre à la personne, enseigner à la personne que bon ben voilà, elle peut faire ci, elle peut faire ça, comment connaître un petit peu plus son corps et puis le comprendre un petit peu, parce que c'est vrai que moi la chose quand je parle d'ostéopathie qui revient le plus souvent, c'est des personnes qui vont pour se faire réparer. C'est je me suis fait mal, craquer par exemple. Bon, ça c'est encore un autre sujet, on va en discuter. Mais voilà, c'est des personnes qui là j'ai mal, je vais faire ça. Alors que j'ai l'impression dans ton discours qu'il y a quand même un gros rôle, un gros effort de prévention quand même chez la personne. Et c'est pour ça que tu es un petit peu quand même, de ce que je vois, assez quand même pluridisciplinaire et assez ouvert dans ta pratique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté, c'est pas juste une consultation, c'est pas juste ça, c'est qu'il y a quand même, je vais t'apprendre à mieux envisager ton corps, mieux déjà le connaître, le comprendre et essayer de prévoir le prochain petit accrochage. Tout à fait, mais alors, c'est pas dans notre formation d'être enseignant avec notre patient, et il y aura certains thérapeutes, ça ne les branchera pas du tout, ils seront plutôt effectivement dans l'idée de réparer, ce qui pour moi serait une erreur. Mais après, chacun sa vision de l'ostéopathie, parce que je dis souvent, il y a autant d'ostéopathies que d'ostéopathes. Donc, un autre ostéopathe demain qui te dira, j'espère pas l'inverse de ce que je te dis, mais des choses complètement différentes, et il soignera tout aussi bien ses patients. Moi, c'est ma vision de la chose. Donc, c'est effectivement, j'ai envie que le patient, quand il sorte du cabinet, je lui ai mis une petite graine et qu'elle pousse, et qu'il reprenne conscience de son organisme. Et en général, les patients, ils te le rendent énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont en découler. C'est-à-dire une prise de conscience sur son organisme, une envie de se remobiliser, et surtout de se dire, cette douleur que je traîne, c'est mon corps, et elle est là à cause de ça. Mais c'est moi qui ai mis en place ces cheminements pour en arriver là. C'est au fur et à mesure de ces événements que ça a lâché. On comprend pourquoi c'est là,
Après, on peut parler un peu plus du contexte psycho-émotionnel, stress qui entoure le patient. Clairement, ça va paraître dingue ce que je veux dire, mais entre 95 et 98% des patients qui viennent me voir, à part des traumatismes directs, une douleur qui arrive avec le temps, qui est inflammatoire ou autre, on est presque constamment dans un contexte qui a fait lâcher l'organisme, et souvent ce qui a fait lâcher l'organisme, c'est un contexte psycho-émotionnel qui a amené un terrain inflammatoire propice au verrouillage. Donc mes questions sont souvent orientées dans ce sens-là, en me disant ok, alors ça fait 3 semaines que j'ai ça, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Ah bah, rien, pourtant j'ai fait mon pilates, je suis allé au travail comme d'habitude, si en vélo là il y avait un trottoir qui était un petit peu fort, c'est peut-être ça. Non mais, et on repose la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, autre que traumatique, ou votre corps, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Alors, il y en a qui se décomposent un petit peu, et effectivement, c'est là où, tiens, j'avais pas pensé que ça pouvait être extérieur à mon corps. Ah, ouais, alors effectivement, là par exemple, il y a 2 heures, j'y avais pas pensé, ouais, mon père il vient d'avoir un triple pontage. Ok, et c'est arrivé combien de jours après ou avant? Bah le lendemain. Ok, ça marche. Et alors ça, quand on le dit, ça paraît tellement logique de le mettre comme ça à plat, et en fait quand ça nous arrive, ça nous vient pas forcément tout de suite. Ouais. Et d'ailleurs quand nous ça nous arrive en tant que thérapeute, parce que ça m'est arrivé, quand on passe de l'autre côté du rideau, c'est dur, c'est très très dur de l'intégrer. C'est-à-dire que la semaine où je me suis marié, j'ai fait le seul lumbago que j'ai jamais fait de ma vie. Donc le lundi, je peux me lever. Et tout le monde me disait waouh, Damien, c'est pas grave, t'es stressé, t'as ton mariage vendredi, t'es stressé. Non, mais arrêtez, laissez-moi tranquille, j'ai mal, j'ai vraiment mal. Et c'est là où je me suis rendu compte, a posteriori bien sûr, pas sur le coup, mais que quand on est dans la douleur, c'est très très dur d'en sortir et d'avoir du recul sur cette douleur et de se dire effectivement il y a un contexte qui fait que et en fait les patients qui arrivent à le voir tout de suite on en sort un petit peu et ça apaise tout ça. Donc même en étant thérapeute et même en disant ça à mes patients tous les jours de 8h à 20h, et ben tu vois même moi ça m'est arrivé et j'ai eu du mal à entendre ce qu'on me disait en face. Donc aujourd'hui avec ça j'arrive à comprendre qu'on ait du mal à entendre. Ouais, c'est sûr. important. Et est-ce que la difficulté, elle n'est pas justement dans le fait d'être objectif avec soi-même? Parce que, bon, si je rentre dans le sport, c'est dur aussi de s'entraîner soi-même, en fait. On peut être un excellent coach, comme toi, tu peux être un excellent praticien, mais agir sur soi-même et accepter les choses sur soi-même, c'est, je trouve, beaucoup plus dur. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant parfois d'avoir un regard extérieur. Donc le meilleur athlète, le meilleur coach, et parfois tout intérêt à lui-même être coaché. Ou le meilleur praticien a tout intérêt à être manipulé ou lui-même être conseillé. Parce que parfois en plus, une chose que nous, on va mettre en place, alors bon, pour l'ostéopathie, je ne sais pas, parce que c'est pas mon domaine, mais parfois, nous, la manière dont on va traiter quelque chose, eh bien, pour nous traiter nous-mêmes, ça va pas forcément être la meilleure manière. Donc c'est pas mal d'avoir ces côtés un petit peu, un autre point de vue, un côté extérieur. Parfois, ça nous fait nous dire, ah bah oui, mais c'est évident, mais moi, je l'ai pas vu. Je trouve ça vachement intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, cette vision là, mais c'est d'une évidence, c'est clair, c'est certain. Tu vois, l'ostéopathe qui m'a un peu formé, Tiffany, il y a quelques années, m'avait dit à une époque, tu verras Damien, la psychanalyse, c'est vraiment ce qui t'aidera à être encore meilleur thérapeute. Alors j'avais 26 ans, 27 ans, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre, hein. C'était vraiment pas psychanalyse, je vais faire une psychanalyse. Ok, d'accord. Et en fait, avec les années, vieillissant, et avec des choses qui t'arrivent dans la vie, là tu te dis, bon, sans forcément avoir la volonté d'être meilleur thérapeute, hein, tu te dis, bon, j'ai entrepris ce cheminement, et effectivement, je m'en sens 100 fois meilleur thérapeute.
Et le fait d'avoir une tierce personne, ce que je conseille en général, pas quelqu'un qu'on connaît très bien, une tierce personne qui va venir te prendre en charge et te donner des orientations et un regard qui serait différent du tien, et surtout une tierce personne, parce qu'il n'y aura pas le biais connaissance, ou est-ce qu'on peut dire les choses, est-ce qu'on peut pas dire les choses, et c'est tellement formateur de se traiter, d'être traité, et plus qu'impératif pour pouvoir traiter les autres. Certains patients ont peur de ce mot, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychanalyste, ce que j'entends. Ils me disent non mais moi j'arrive très bien tout seul à gérer ces trucs-là. Visiblement pas tellement, vu que vous êtes là avec vos douleurs et qu'on voit que vous avez un sacré bagage, vous en avez un peu plein le dos. Ok. Et en fait, j'essaie de leur dire d'avoir une tierce personne en face de soi qui est là pour être thérapeute, va vous amener une vision qui est un petit peu différente et un nouveau regard, et qui va vous donner des orientations, vous allez voir, vous n'y penserez même pas. Oui, et puis c'est vrai, comme tu as dit, quand on connaît la personne, parfois on lui dit ce qu'elle a envie d'entendre. Alors que là, la personne, elle n'aura pas du tout ces barrières-là. Bon, ben, ça va être bon, scientifique, pragmatique, voilà, ça va être dit. Et juste pour revenir sur le sport, par exemple, j'ai des patients qui me disent ah bah ça tombe bien, je vais m'en remettre au sport, mon beau-frère est coach sportif. Et ben je leur dis, mais pour revenir à ce qui nous intéresse, je vous conseille de voir un coach sportif que vous ne connaissez pas. Même principe, ma famille, alors ça, des ostéopathes diront non, mais c'est ma vision des choses, je ne traite pas ma famille. Mes 2 filles, je ne les traite pas. Ma femme, parce que la relation patient-thérapeute sera complètement biaisée et l'effet de la consultation sera complètement différente. Je suis totalement d'accord, moi c'est la même chose pour le coaching, c'est vrai que cette relation, et puis, comment dire, le fait d'écouter son praticien ou son coach ou peu importe, c'est quelque chose qui parfois est freiné par justement l'émotionnel. On va dire ah non mais c'est Damien, bon, oui il me dit ça mais c'est bête hein, mais parfois les personnes qui sont le plus dures à conseiller ou à traiter, nos femmes, notre ami, et c'est comme ça. Alors que le fait d'avoir quelqu'un de vraiment extérieur, ça aide parce qu'il n'y a aucune attache émotionnelle. Et puis je reprends un petit peu le côté psychanalyse dont tu parlais. Moi j'ai énormément de clients. Toi, c'est la même chose, j'en suis sûr, de patients qui font aussi un petit peu leur séance de psy. Voilà, qui parlent beaucoup. Et justement, je trouve que ça fait partie de soins ou moi, de perte de poids, etc. Parce que parfois, voilà, c'est pas forcément juste perdre du poids ou prendre du muscle. C'est des personnes parfois qui viennent parce qu'elles ont des choses à extérioriser. Et c'est super important de me dire, ah ben voilà, là par exemple, j'ai une cliente qui va me parler de sa collègue qui l'a énervé, machin. Bon, on va discuter, on va faire notre sport et ça va lui faire du bien. Alors que si j'avais été avec un ami, eh bien, il n'aurait pas forcément parlé de ces personnes que je pourrais connaître parce qu'il y aurait cette attache-là. Alors que là, la personne, elle vient, elle se vide la tête. On est là pour ça, hein. On est habitué à parler avec les personnes, on va peut-être pouvoir les conseiller parce que justement, on n'est pas du tout dans leur vie. Et moi, ça m'est arrivé énormément de fois. Et je trouve ça très intéressant, du coup, en fait, de voir ce lien, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ce lien entre le physique et le mental, qui en fait est, on peut pas diviser quoi. On peut pas traiter l'un sans traiter l'autre. Les deux s'affectent et sont dépendants. C'est ce que je leur dis, hein, c'est que c'est comme les maux de dos. Vous avez mal au dos, vous êtes venu me voir, et ben tout ce qui vous pèse, ça se traite à peu près de la même manière. Alors aussi, vous pouvez t'aider là-dessus. Des mots sans avoir peur de se dire qu'on va voir un thérapeute parce qu'on est malade ou parce qu'on n'est pas bien. Non. Aux États-Unis, il y a un Américain sur 2 qui a son Shrinks et c'est très bien accepté dans la société. Ils ont leur exutoire de parole. Donc on va mettre des mots dessus. À partir du moment où on va mettre des mots dessus, on respire un peu plus, ça pèse un peu moins lourd et on se libère de beaucoup de choses. Que ce soit un psychologue ou du sport ou du chant lyrique ou de la salsa ou de la zumba, tant que tout le monde trouve sa manière d'exprimer et de vider tout ce qu'on porte tout au long de l'année, bah on s'en sent bien mieux. Et moi je pense que c'est le traitement à tout. Je trouve ça très compliqué pour les personnes de faire cette démarche, de se dire là je vais pas bien, il faut que je me fasse aider. Tu vois, justement, bon, ben, en psy c'est totalement ça, hein, c'est très dur pour une personne de se dire bon là je vais voir un psychologue, non mais ça veut dire que je suis pas bien, que je suis malade, que j'ai un problème. Pareil pour le coaching, c'est-à-dire ah ben oui mais ça veut dire que là c'est un vrai problème. Comme tu l'as dit, c'est culturel, hein. Dans certains pays c'est tout à fait normal
dans certaines familles, dans certaines régions, certains milieux, c'est totalement normal d'aller voir un psy par exemple, ou d'être suivi par un coach ou quoi. Bien Et sûr. pour certaines personnes, c'est compliqué. Quand c'est pas la norme, je trouve que c'est compliqué de se dire ah ben voilà, je suis suivi par quelqu'un. Mais on a de la chance, le télétravail, avec tous les mots que ça a amené, ça démocratise ça. Justement, sur le bien-être au travail, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place, des applications qui sont prises par les entreprises pour pouvoir parler, peut-être des applications comme Mind Day qui sont focalisées sur le bonheur au travail en entreprise, euh, sur le côté sophrologie, psychologie, pouvoir parler, d'être en réunion, d'avoir des projets ensemble, de petit à petit démocratiser. Et en fait, si tu veux, on va en sortir quelque chose de positif de ce fichu confinement avec ces douleurs. Et c'est ce que je dis souvent à mes patients quand ils sont dans ces périodes de douleur. Ça a été un obstacle pendant une grosse période, comme le confinement pour beaucoup de gens. Et vous allez voir qu'après, cet obstacle va vous faire prendre une direction qui sera changée par rapport à ce que vous pensiez faire, une nouvelle direction, une nouvelle manière de voir votre organisme. Et après, plus loin, vous vous direz, si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais pris cette direction-là, j'en serais jamais là où je suis, et je bénis ce moment-là en fait. Hein, alors c'est dur à entendre quand on y est, quand on est dans la douleur, quand on est dans quelque chose qui nous pèse, mais en fait, ces choses qui nous arrivent dans la vie nous permettent de prendre une direction qui va être sûrement une superbe direction, et derrière, on se dira oh, génial, j'en suis là, mais grâce à ça, grâce à ce qui m'est arrivé dans la vie. Donc même principe avec la volonté de se dire bah, j'arrive au pied du mur avec mon surpoids, là j'arrive, je peux pas descendre plus bas, je peux pas faire pire que ce que j'ai fait, et ben on y est, et maintenant on va en faire une force. Grâce à ça, vous allez trouver un nouveau cheminement et vous allez voir que vous allez vous épanouir là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le principe pour ceux qui connaissent l'antifragilité, le fait de bénéficier du désordre. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Pour le côté un petit peu plus philosophique du terme, c'est que si on n'a pas eu cette difficulté, ben on n'aurait pas grandi en fait, malheureusement. Donc c'est vrai que sans confinement, eh ben, on n'aurait pas su lancer un... Sans cette douleur, on ne se serait pas rendu compte qu'on ne bouge pas assez. Sans, je sais pas moi, ça peut être autre chose. Hein, si on tout arrive pour une raison, c'est une certitude. Exactement. Et on peut que rebondir et justement se dire ah ben j'ai fait cette erreur ou alors il s'est passé quelque chose. Du coup maintenant je vais faire ça. Et c'est ne serait-ce que prendre conscience, apprendre au moins des choses qu'il ne faut pas faire. Ne serait-ce que ça. C'est déjà une grande réussite je pense. Ouais, c'est certain. À partir du moment où on arrivait à mettre cette petite graine dans le patient ou dans le bon client, il y a plein de choses qui se passent. Et il y a des gens qui viennent et qui disent oh, mais vous m'avez changé la vie. Ben non, j'ai absolument rien fait. Je vous ai juste dit est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Voilà, ben c'est clair. Purée, je suis un génie alors. Pas du tout. C'est juste que je vous dis allez, maintenant on écoute son organisme et maintenant on le fait travailler et on va voir la direction que vous allez prendre. Vous allez voir, ça va changer plein de choses. Et souvent, ça a des super résultats. Hein. De toute façon, le travail, c'est la personne qui le fait. Hein. Tu peux pas les sauver, tu peux pas... En fait, on fait pas grand-chose. Hein. Donc, on n'a pas... on n'est pas des magiciens et sacrément loin de là. C'est-à-dire qu'on est juste là à intégrer toutes les informations. On a un peu le centre de contrôle. Ok, vous avez fait ça. Qu'est-ce que vous pensez de partir vers là? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, j'essaye. Et ils y vont et on ne fait rien à leur place. Et ça, c'est le même principe du côté mécanique qu'on peut faire. Il y a une vertèbre bloquée, on va lui demander de rebouger, mais après, cette vertèbre, si elle ne veut pas bouger, on va avoir du mal à la faire bouger. Donc, on va essayer de lui donner le cheminement pour aller vers du mouvement. On va dire à notre patient, essayez de faire ça pour continuer à ramener du mouvement. Mais par contre, après, l'organisme, il est autonome. L'homéostasie, c'est l'équilibration de lui-même. L'organisme se régule de lui-même et s'équilibre de lui-même. On lui donne une information et après il se démerde. Ouais, ce côté responsabilité de la personne, ce côté mérite, je trouve que c'est la chose la plus importante parce que c'est vrai que nous on est là juste, que ce soit le praticien, le coach, etc. On est là juste pour montrer la voie, comme tu l'as dit. Et en fait, la personne, c'est elle qui fait le gros du travail et du coup, c'est à elle de se féliciter après. Et je trouve que c'est ça qui impacte le plus la vie de la personne. C'est de se dire, ah ben en fait j'ai pris cette décision.
si je peux pas te forcer à arrêter de fumer, en fait, par exemple. Bah, c'est toi qui vas arrêter. Je peux pas te forcer à venir tous les lundis à 18h faire du sport avec moi. C'est toi. Physiquement, je peux pas t'obliger. Donc Alors c'est un long processus. C'est un très long processus. Faut faire en sorte qu'ils soient indulgents avec eux-mêmes aussi. Qu'ils acceptent l'échec et que l'échec justement c'est aller dans une autre direction ou faire différemment, mais tout ce qui arrive, il faut en faire une force et par contre être hyper indulgent avec soi-même, c'est-à-dire que ok, j'arrive pas à faire ça, c'est pas grave, j'ai donné le meilleur de moi-même pour arriver à faire ça, c'est déjà le plus important, c'est-à-dire que je me suis donné pour arriver à cet objectif-là, je suis pas arrivé à cet objectif-là, mais ce qu'il faut se dire c'est que plus je vise haut, plus j'ai atteint quelque chose de haut, donc je suis pas arrivé exactement à l'objectif que je voulais atteindre, mais par contre, je suis arrivé là, ce qui est déjà énorme. Mais le chemin parcouru, en fait, quand on se rend compte, c'est... Après, on se dit... Toujours. Putain, mais ouais, okay. Ouais. Et là, ça devient intéressant. C'est super gratifiant pour le praticien de se dire j'ai aidé cette personne à juste en fait, prendre conscience. Et en fait, on a fait une petite chose, mais ça a eu un impact incroyable dans la vie de la personne. Sûr. Et moi, pour toi, c'est pareil, c'est ça qui nous fait nous dire en fait, on fait le bon métier, quoi. Complètement. C'est épuisant, mais... C'est épuisant. C'est épuisant, ça demande des efforts. Surtout que tu jongles avec énormément de casquettes. Hein. Mais voilà, ça nous fait nous dire qu'on fait les bons choix et qu'on ne fait pas ça pour rien. Ouais, c'est certain. Après, il y a des thérapeutes qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Hein. Bien sûr. Il y a des coachs qui ne sont peut-être pas non plus dans cette... Tout est... Voilà. Chacun a sa manière de faire. À partir du moment où même ce praticien ou ce coach en est heureux, et il trouvera la patientèle ou la clientèle bien sûr. Qui lui correspond. Oui. Ça, c'est juste une manière de voir les choses. Parce que de toute façon, en fait, ça ne matche pas forcément avec tous les patients ou tous les clients. Il y a des personnes qui ont une manière de fonctionner. Mais bon, on attire ce qu'on dégage aussi. Donc, en soi, voilà, il y a des personnes qui... Je sais, moi, pour le coaching, il y a l'aspect business, l'aspect, etc. Ils attirent les personnes qui sont intéressées par ça. Parce qu'il y en a toujours. Donc, c'est toujours comme ça. L'important, c'est de faire une chose qu'on aime, je pense, une chose dans laquelle on est sincère, on est réel, et normalement, ça devrait bien se passer. Avec un peu d'effort, ça devrait le faire. Complètement. Et du coup, moi, je vais juste finir sur un petit sujet. Dis-moi. Pour revenir un petit peu plus dans le côté technique de l'ostéopathie, oui. Moi, je voulais ton avis. Alors, c'est un truc, je suis sûr, quand tu discutes avec des personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu, voilà, pour moi... Pas vraiment pour moi, mais pour moi, une personne qui ne connaît pas du tout l'ostéopathie, quand tu me dis ça, je me dis, je vais aller me faire craquer. Qu'est-ce que tu en penses déjà, se faire craquer chez l'ostéo? Parce que c'est quelque chose qui, juste de mon point de vue, tu me dis si je me trompe, mais qui n'est pas aussi présent dans d'autres pratiques manuelles. Par exemple, chez un masseur, on ne va pas forcément se faire craquer. Chez un kiné, ça dépend. Et aussi, au sein des ostéopathes, moi-même, j'ai connu des personnes qui ne juraient que par ça. Tu y allais, tu étais sûr que tu faisais la cérémonie. Et chez certains, c'est très léger. Tu vois, j'ai autant connu des personnes qui y allaient, voilà. Et chez d'autres, c'était pas du tout, voire à peine. Déjà, pourquoi et quel est ton avis sur ça? Alors, déjà pour revenir sur la base du crack, quand on mobilise une articulation très rapidement, il y a deux surfaces articulaires qui vont se frotter, s'entrechoquer l'une et l'autre, qui vont créer un phénomène de cavitation et qui vont créer une boule de gaz c'est exactement le même phénomène qu'une hélice dans l'eau qui tourne très vite et qui va créer des bulles de gaz avec l'eau. D'accord. Donc en soi, on n'est pas si magicien que ça, on ne fait pas craquer les os, c'est juste une articulation qui va se déplacer très rapidement et qui va déclencher ce crack. D'accord. Donc c'est un peu moins sexy déjà. Et ça fait un peu moins peur peut-être aussi. C'est important ça. Et alors, ok, je commence par quoi? Parce qu'il y a l'histoire des thérapeutes. Alors oui, les masseurs kinésithérapeutes, de leur formation, il n'y a pas de technique structurelle articulaire, donc le cracking. Mais ils ont de plus en plus de post-grade, donc des formations après, soit pour devenir ostéopathe, donc voilà, soit de ce qu'ils appellent de thérapie manuelle, qui est clairement de l'ostéopathie pour moi,
Et donc du coup, de plus en plus, ils amènent ça en place. Sur le côté légal, un kiné ne peut pas faire d'acte ostéopathique et en le faisant rembourser par la sécurité sociale. D'accord. Donc, il doit choisir le moment où il est kiné et il doit choisir le moment où il est ostéopathe. Par exemple, il y a Éléonore qui vient de nous rejoindre chez Lyon Ostéo, qui est masseuse kinésithérapeute. Et en plus de ça, elle a fait 3 ans de formation d'alternance, donc elle a fait ses 5 ans de kiné, plus ses 3 ans d'ostéo, donc elle a fait 8 ans, pour devenir ostéopathe. Et elle départage sa semaine, de manière légale. Elle va avoir 2 jours d'ostéopathie dans sa semaine, mais que d'ostéopathie. Et une ostéopathie très intéressante, parce qu'elle va avoir ce recul kiné, qu'on n'a pas forcément. Et par contre, elle aura 3 autres jours dans la semaine où elle va faire que de la kinésithérapie. Donc déjà pour départager sur les professions. Après, sur les ostéopathes en eux-mêmes, ça c'est un vaste débat. Alors, j'enseigne justement, je suis dans ce qu'on appelle le musculo-squelettique. Donc j'enseigne des techniques musculaires qui s'apparentent aussi à des techniques un petit peu articulaires. Je suis assistant de mon grand copain Christophe dans les techniques structurelles du dos, donc le cracking du dos si tu veux. Normalement, s'il fait les choses bien, il utilise chacun des outils en fonction du patient qui est là. Il est censé piocher un des outils en fonction des problématiques qu'il retrouve sur son patient. Donc sur un type de patient, un grand basketteur qui est tombé jambes tendues, qui a fait remonter son bassin, ça s'appelle un upslip, mais sur ce patient-là, il va se dire, bon alors là j'arrive à bouger difficilement, là ce bassin il est un petit peu verrouillé, on va essayer au niveau tissulaire, est-ce que ça a du mal à lâcher, je vais essayer un petit peu au niveau musculaire et je vais le faire contracter, relâcher, est-ce que ça a du mal à lâcher, et là je me dis, bon, je vais faire de la structure, il faut que ça bouge, cette pièce osseuse elle bouge. D'accord. Chez Ginette, 79 ans, et qui vient parce qu'elle a perdu la mobilité au niveau des cervicales et qu'elle aimerait bien en retrouver, que ça lui amène un petit peu de tension sur les épaules, là, effectivement, on va pas faire une grosse technique de cracking. D'accord. On va plutôt aller utiliser les tissus et lui demander tout doucement de ramener de la mobilité, ramener du mouvement. Bref, je te donne quelque chose de très caricatural, mais un bon ostéo est censé avoir une grosse mallette à outils et piocher dans cette mallette à outils pour utiliser les outils qui conviennent à ton patient. Donc, pour moi, mon humble avis, c'est de cheminer entre tout, d'avoir cette grosse mallette à outils et de pouvoir les utiliser. Effectivement, j'ai été très structurel. En sortant de mes études, je faisais beaucoup de cracking. Je pense que j'en étais pas très bon praticien. Plus les années passent, moins je fais de techniques structurelles et surtout, à chaque fois que j'en fais une, elle est très ciblée sur une zone importante et tout le reste est avec les tissus. D'accord. Voilà, ça c'est ma manière de traiter. Mais je peux entendre qu'après de longues années, on se dise, bon, la structure c'est un tout petit peu moins pour moi, où je vois que je suis très très bon dans le facial, où j'ai un toucher très important, très développé, et je vais partir là-dedans complètement. Mais après de nombreuses années, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait le tour de l'ostéopathie pour ça. D'accord, ben, tu as très bien expliqué la chose. Oui, c'était très long, je suis désolé. Non, mais ça... Bon. Donc, très bien, je pense que ça a dû répondre à la question de beaucoup de personnes. On a abordé beaucoup de thèmes. Merci en tout cas d'avoir pris du temps sur ta journée. Je sais à quel point tu es débordé ces temps-ci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est super sympa, on a enfin réussi à se le faire. Ouais, carrément. Donc j'espère que ça t'a plu en tout cas. Ouais, carrément. Moi, ça m'a vachement plu. J'ai appris énormément de choses. Comme je t'ai dit, à chaque fois que je viens ici, je repars avec plein de trucs. Donc c'est super. J'ai tendance à pas partir trop loin comme d'habitude. Non, pas plus que quelqu'un d'autre en tout cas. Super, très bien. C'est l'intérêt, tu as dit ce que tu avais à dire. On aurait pu avoir des dizaines de thèmes, des centaines de thèmes. Mais bon, il faut se structurer, il faut utiliser choisir les plus importants. Donc, on a fait un bon tour. Je pense que les personnes qui ne connaissaient pas ont eu un petit peu un avant-goût de ce que tu prêches, la manière dont tu le fais. Donc, si jamais des personnes veulent en apprendre un petit peu plus sur ton travail, que ce soit en présentiel ou à distance sur réseau, sur quelle plateforme est-ce que tu es présent ?
Alors, comme tu disais sur Instagram, Mhm. alors c'est aussi un petit peu pour les étudiants et un petit peu pour les patients. Donc, malheureusement, je n'ai pas le temps de poster beaucoup de contenu. Je vais essayer de le faire plus. Et sinon, au cabinet, j'ai effectivement ma patientèle qui est déjà à peu près faite. Mhm. Par contre, euh, tous les ostéopathes qui travaillent dans les centres créent leur patientèle. Donc, il y a une possibilité de les rencontrer en consultation sans trop de problèmes. Donc, c'est Lyon Ostéo. Et sûrement beaucoup de personnes qui sortent de ton école, j'imagine? Des Et oui, anciens... mais pas que. Pas que, ah, bah, c'est Ouais, pas l'idée mal. c'était justement de faire un melting pot Super. de formations différentes, de visions un petit peu différentes, et de se rencontrer tous ensemble et d'essayer d'avancer ensemble et de mettre le point sur certains questionnements, certaines problématiques, d'avoir des et justement de s'en rendre plus fort parce que si on est tous du même Toujours la même moule, vision, ouais. toujours avec la même vision, on n'en grandit pas trop. Donc, et Super. l'idée, c'était pour ça qu'il y a Eleonore qui nous a rejoint aussi. C'est une masseuse kinésithérapeute qui est devenue ostéopathe, va avoir une vision qui va être complètement différente de la nôtre. Peut-être pas du tout, hein, mais du coup, je pense on va vachement en apprendre chacun les uns les autres. Ça va être hyper enrichissant. Super, ben, on retrouve ton point de vue tout à l'heure. Toujours dans l'apprentissage continu et avoir des points de vue différents, c'est super important. On ne s'arrête jamais d'apprendre, ça c'est une évidence. Exactement. Je pense que c'est le mot de la fin. On va conclure sur ça. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager à vos amis. Encore une fois, on a une version et audio et vidéo si jamais vous voulez nous voir et profiter du magnifique environnement dans lequel on est. Abonnez-vous pour avoir les prochains podcasts. On revient très très vite. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.